juste essayer de répondre aux quelques questions qu'on avait posées en introduction. Bon, à défaut d'avoir donné véritablement des réponses, on a exprimé des processus, le jeu des acteurs, leur motivation, évoqué plusieurs scénarios, notamment en ce qui concerne le Hezbollah, qui est un acteur majeur du Liban et dont la survie, le renforcement ou le statu quo dépend largement de ce qui va se passer en Syrie, mais dépend, comme on vous l'a dit, aussi de sa relation avec l'Iran. Et comme c'est un acteur qui anticipe, eh bien, il s'est constitué un réseau qui permet de le rendre plus autonome. On peut dire que s'il se libanise d'ailleurs et qu'il abandonne davantage la lutte contre l'idée de la résistance, finalement il devient moins dangereux ça devient moins un danger pour la coalition pro-américaine qui le combat. Je dirais que on a vu que le Liban était aux prises entre des facteurs qu'on peut dire structurels. Son économie depuis 20 ans qui fait la part belle aux services, qui se retrouve complètement sous la domination des pays du Golfe, pays du Golfe étant aujourd'hui le moteur économique et de plus en plus politique de la région, et qui exportent à la fois leurs capitaux, leur puissance géopolitique, mais aussi leur modèle. Leur modèle de vie, Beyrouth, on voit très bien que c'est une ville méditerranéenne sur laquelle on plaque le modèle Dubaï, un centre-ville, l'aéroport, des autoroutes, et puis un effet tunnel. On oublie évidemment la pauvreté, on oublie le reste du Liban. Et ça, il faut le replacer dans le contexte de la mondialisation économique. Quand vous allez en Inde, quand vous allez au Mexique, etc., dans d'autres pays émergents, c'est le même modèle en fait qui émerge. Et le Liban n'y échappe pas, d'autant plus qu'il n'y a pas de régulation par rapport à l'État. Je dirais que la seule régulation qui existe, en fait, c'est justement tous les problèmes politiques, communautaires, etc., qui empêchent davantage ces capitaux du Golfe de s'investir dans la région et de créer leur espace. Ce qui m'a frappé en vivant au Proche-Orient, au fur et à mesure que je vivais au Proche-Orient, c'était notamment que l'Europe s'éloigne. C'est-à-dire que pour les Syriens, pour les Jordaniens, pour les Libanais, l'Europe c'est de plus en plus loin. Et ils regardent vers le Golfe. Le Golfe est véritablement le modèle. Quand on regarde les lignes aériennes, par exemple, c'est très clair. Et ça, vu de l'Europe, justement, on reste européocentriste, on reste ethnocentré, et on a du mal à s'en rendre compte. On va proposer quelques millions d'euros d'aide, et puis de l'autre côté, vous avez des milliards de dollars pour des projets immobiliers qui vont complètement à l'encontre de ce qu'on peut lancer comme projet de développement durable, parce que le Golfe, c'est tout sauf le développement durable, évidemment. Et puis, donc, vous avez cette géopolitique, qu'on a bien exprimée, ces deux blocs, Iran, Irak, Arabie Saoudite, Qatar, qui utilisent le Liban comme un État tampon, et aujourd'hui la Syrie aussi comme un État tampon. Facteur conjoncturel, cette crise en Syrie, ces réfugiés, comme l'a dit Har, qui peuvent être facteurs de violence au Liban. En tout cas, les Libanais ont très peur d'un renouvellement du syndrome palestinien, d'où l'absence de camps, d'où cette méfiance à l'égard des réfugiés. J'ai lu dans l'Arbar justement qu'au nord Liban, à Tripoli, région d'extrême pauvreté, comme on l'a souligné, vous aviez des Libanais qui cherchaient à acquérir la nationalité syrienne, ou en tout cas qui se faisaient passer pour Syriens pour pouvoir bénéficier justement de l'aide aux réfugiés. Alors ça devient quand même... Et ça, c'est un gros problème justement pour l'intervention humanitaire dans des zones où vous n'avez pas de camps de réfugiés, où les réfugiés sont dispersés parmi la population, parce qu'évidemment, ils sont aidés. Mais bien souvent, les aides qu'on apporte aux réfugiés, en fait, leur donnent un niveau de vie supérieur à la population locale. Si bien que la population locale qui les a accueillis à bras ouverts, quand ils voient que les réfugiés, finalement, ils gagnent plus qu'eux en ne travaillant pas, et qu'ils ont accès à des soins ou à une éducation gratuite, ils finissent par les prendre en grippe, et vous avez des phénomènes de rejet, de racisme à l'égard des réfugiés. Et ça, c'est une grosse problématique, surtout pour le Liban, puisqu'en Turquie, en Jordanie, les réfugiés sont davantage dans des camps. Là aussi, les humanitaires pourraient parler de la montée en puissance des ONG islamiques par rapport aux ONG occidentales. Nous n'avons plus le monopole du cœur. Et il y a d'autres ONG qui interviennent. Mais
les ONG islamiques, la différence, c'est qu'elles sont évidemment plus versées plutôt dans la charité que véritablement dans l'aide au développement ou dans l'action humanitaire telle qu'on la conçoit en Europe. L'engagement en Syrie, on l'a vu, divise le pays, et notamment dans des zones comme Tripoli, où c'est extrêmement sensible. Les acteurs libanais utilisant la crise syrienne dans leur combat politique interne, et s'engageant également directement sur le terrain syrien. Et vraiment, il faut toute l'habileté des acteurs libanais pour éviter que ça s'embrase au Liban. Mais le Hezbollah étant l'acteur majeur, effectivement, tant que cet acteur reste majeur au Liban, il semble qu'il arrive à stabiliser le pays. La Syrie, je dirais, a stabilisé ou déstabilisé, mais en tout cas, la Syrie est un stabilisateur dans la région pendant 40 ans. Si le régime s'écroule, et même la crise syrienne aujourd'hui, on voit toutes les craintes qu'on peut avoir sur la déstabilisation des pays alentours. On peut aussi imaginer, si le Hezbollah s'écroule, qu'est-ce qui va se passer au Liban ? S'il s'affaiblit, c'est tout aussi la question. Enfin, c'est le jeu des poupées russes. Espérons qu'on arrivera quand même à éviter ces scénarios catastrophes. Bon, je ne vais pas prendre plus de temps, j'aurais aimé faire une synthèse plus élaborée, mais c'est assez difficile. Je voudrais vous remercier donc pour mes participants, Marie-Christine, Madame de Rosa, Monsieur Hubert Julien Laferrière, adjoint au maire, qui nous a aidés à réaliser ce colloque à la mairie de Lyon. Et puis vous dire qu'on va essayer de publier ces papiers donc d'ici 6 mois dans une revue. Et comme on a vos noms et vos adresses, on pourra vous indiquer où la trouver pour pouvoir poursuivre le dialogue. Voilà, je vous remercie et puis on va s'arrêter là.